Bonjour à vous fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien. Ce jour, je suis avec le maestro Fobaso. C'est un géant de l'apiculture au Cameroun, hein, parce que non seulement il possède assez de ruches, plus de 2000 ruches à son actif, et son papa, je pense, un peu plus. Son papa qui est du côté de Mbouda. Déjà, est-ce que les gens sont en train de se connecter, non? Voilà, donc il y a combien de personnes environ? 9 personnes. Voilà, s'il vous plaît, partagez ce direct auprès de vos amis, auprès de vos contacts, et dites-moi surtout si vous m'écoutez, parce que j'ai mis un micro-cravate là, je ne sais pas si on m'écoute. Donc, si vous m'écoutez, signalez tout simplement, comme ça je continue avec la vidéo. Voilà. Donc, je disais, aujourd'hui je suis avec Ningla Fobaso William. C'est un apiculteur hors pair. Il est reconnu ici à Tchang. Son papa également, du côté de Mbouda. D'ailleurs, on lui fait un coucou lors de ce direct. Alors hier, j'ai fait un autre direct concernant le miel, le bon, le faux miel. Et après ce direct, j'ai eu énormément d'appels des gens qui appelaient et disaient que voilà, ils étaient tombés dans ce piège-là. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont jeté, que c'est après la vidéo qu'ils ont compris véritablement la différence qu'on pouvait faire entre le vrai miel et le faux miel. Et donc aujourd'hui, je suis avec Fobaso pour qu'il essaye de nous expliquer comment est-ce qu'on fait pour reconnaître le vrai miel du faux miel. Il y a combien de personnes déjà? 46 personnes. Montez à 100 comme ça, on va lancer les choses très rapidement. Donc partagez le direct. Comme je vous ai dit, le direct d'hier a été d'une importance capitale parce que beaucoup de personnes ont bénéficié de cela et c'est tant mieux. Ça permet, un direct comme celui-là permet à tous ceux qui sont des ignorants, parce qu'on est tous des ignorants, mais pas de la même chose. Donc, ça permet à ce que ceux qui sont ignorants dans ce domaine-là, d'avoir au moins un minimum de connaissances. Donc, William Fobaso, bonjour. Bonjour, Samy. Ouais, j'espère qu'on l'écoute aussi, hein. Ouais, William. D'accord. Ouais, je vais te laisser le micro. Et... J'espère qu'il m'écoute bien. Voilà. Merci Tami déjà pour l'innovation. Parce que vraiment dans ce domaine, il y a beaucoup de problématiques en ce qui concerne le bon et le faux miel. Oui. Et je pense qu'à travers ce direct, les gens vont naturellement avoir quelques éléments de réponse à cela. Alors William, on va aller directement dans le vif du sujet. Oui. Pour un citoyen lambda qui se rend dans un marché, dans un supermarché, pour prendre du miel. Oui. Comment il fait si par exemple il porte ce miel? Voilà notre miel, le miel que nous produisons. Oui. Alors, lorsqu'il prend ce miel, est-ce que, à vue d'œil, dans la bouteille comme ça, il peut définir s'il s'agit déjà d'un bon miel ou d'un faux miel? Juste en le regardant comme ça. Je pense que c'est difficile. Peut-être, oui, il peut tester la densité, si c'est lourd ou c'est pas lourd, mais justement, nettement, c'est là. Mais je ne pense pas qu'il peut réellement qualifier si c'est du bon miel ou pas, s'il ne goûte pas ce miel. Oui, mais quand tu parles de densité, il s'agit de quoi concrètement? Parce que le but du direct, c'est que même la maman qui est au fin fond du village puisse nous comprendre. Parce que lorsqu'on va parler de densité, on va nous demander c'est quoi la densité du miel. Ok. Donc il s'agit de, comme tu viens de le dire, d'essayer de regarder si le produit est légèrement un peu visqueux. Ça, c'est un des points qui peut néanmoins peut-être justifier si c'est un miel déjà à ce niveau. Mais c'est vraiment minable. À ce point-là, c'est minable. Oui, donc c'est le caractère qu'il peut étudier s'il regarde physiquement. Oui, ce n'est que ça. Mais est-ce que physiquement, il n'y a pas des indices quand même qui témoignent si c'est le bon ou le faux miel déjà? Parce que tu peux, je veux dire quoi? Quelques indices qui peuvent déjà te montrer qu'il s'agit probablement du miel. C'est vrai qu'on peut se tromper, mais est-ce qu'il n'y a même pas un seul indice? Non, je ne pense pas. En dehors de cela, parce que c'est dans un emballage comme celui-ci. Oui. En partant sur la densité, comme je l'ai dit, on connaît que le miel ne peut pas être comme de l'eau.
de l'eau. Oui. Donc ce n'est qu'en faisant comme ça, tu vas voir des gens qui font comme ça. Bon, quand c'est un peu lourd comme ça les rassure un peu. Oui. C'est juste ça qu'on peut examiner justement dans la bouteille, sans peut-être goûter. Oui. Maintenant, après, admettons que à vue d'œil comme ça, on ne parvient pas à identifier Oui. s'il s'agit du bon ou du faux miel. Mais lorsqu'on a ouvert la bouteille, comment donc on fait à ce moment pour savoir qu'il s'agit du bon ou du faux miel? Il faut justement goûter ce miel, Tami. Oui. Il faut goûter. Et je vais vous dire ici que quand vous goûtez du miel, à partir de son goût et de son odeur, vous pouvez déjà faire un balayage en ce qui concerne la qualité. Le bon miel, quand vous le goûtez, ça a un goût docile et ça se dissipe très rapidement. Oui. Tu vas te rendre compte que quand tu prends un miel et que tu mets dans la bouche, le goût reste et persiste, c'est qu'il y a problème. Et l'odeur également, l'odeur est un peu discrète à celui des fleurs. Donc quand tu ouvres le parfum déjà, te donne déjà une indication. Il y a des pots de miel, quand tu ouvres, tu as l'impression que c'est quelque chose, c'est l'ammoniaque. Ça peut déjà traduire que le miel n'est pas de qualité. Donc il y a la dissipation. Donc vous mettez le miel dans votre bouche et vous vous rendez compte en moins de quelques secondes, vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien dans la bouche. Mais quand c'est des miels frelatés, le goût persiste. Le goût persiste dans la bouche. Oui. Oui. Mais quand tu dis il faut goûter, il faut mettre dans la bouche, mais tu es sans ignorer que les goûts des miels sont différents en fonction des zones géographiques. Géographie. Oui, le miel du Nord n'a pas le même goût que Oui. le miel que nous produisons ici dans la mer Noire. Oui. Alors comment tu fais pour savoir que le miel qu'on a produit ici dans la mer Noire, c'est du miel, et goûter aussi celui du Nord et dire que c'est du miel? Effectivement. Vu que ça n'a pas le même goût. Effectivement, quand je parle de goût ici, il s'agit d'un goût qui est rattaché au goût. J'ai dit, il y a d'abord l'odeur. L'odeur doit être attachée aux fleurs. Oui. Maintenant, le goût doit se dissiper aussi vite dans la bouche. Quel qu'en soit le goût que ça va présenter, que ce soit le goût d'une dolaire ou d'autres fleurs, bien d'autres choses, le goût doit se dissiper rapidement. Donc si vous prenez une cuillerée de miel et que vous vous rendez compte que le goût persiste, il y a problème. C'est ça. Il y a problème. Il y a combien de personnes en ligne? 123. 123. Je vous prie de partager vraiment ce direct, comme on était en train de dire, c'est capital. Vous êtes sans ignorer que aujourd'hui, on utilise le miel pour soigner pas mal de maladies. Et donc, en partageant ce direct, vous contribuez à la sensibilisation de toutes ces personnes qui ont besoin du miel pour se guérir. Vous avez besoin, donc, en partageant, vous contribuez également au développement, parce que nous avons pris le temps. Fobaso qui est là, il a dû cesser ses activités pour faire ce direct et pour vous éclairer sur comment reconnaître le vrai miel du faux. Donc Fobaso, voilà, tu étais en train de parler. Oui, Tami ici est en train de demander justement à travers la bouteille quel est réellement ce que vous pouvez tester. Je vous ai dit, il y a la viscosité ou du moins la densité. Nous sommes sans ignorer qu'un miel, il est bien vrai que d'autres miels sont plus lourds que les autres, mais le miel ne saurait être aussi liquide. Donc il n'y a que ça. Oui. Maintenant, on a dit on peut goûter. Si vous goûtez le bon miel, ça c'est des choses que faites des constats. Quand vous mettez le miel dans la bouche, un bon miel se dissipe très rapidement. C'est-à-dire, quand tu mets par exemple quelque chose dans la bouche, il y a des choses quand tu consommes, il faut même 30 minutes pour que le goût... L'odeur reste que le goût peut-être disparaît dans la bouche. Mais le bon miel, dès que vous le mettez dans la bouche, après que vous aviez remué la langue quelquefois, vous avez l'impression que vous n'aviez rien consommé. Il y a cela. Et l'odeur, comme je l'ai dit, doit être une odeur rattachée à celui des fleurs. Discret à celui des fleurs, oui. Il y a aussi une théorie Fobaso que les gens racontent le plus souvent, que lorsqu'on trempe la bûchette d'allumettes dans le miel et on claque, si ça s'allume, c'est du bon miel, si ça ne s'allume pas, c'est du faux miel. Est-ce que cette technique-là est vraiment conseillée? Oui, cette technique est conseillée dans la mesure où
Là, t'as dit le consommateur est en train de tester naturellement la densité, comme je t'ai dit, parce que qui dit densité dit teneur d'eau dans le miel. Quand un miel a une teneur d'eau de moins de 21%, parce que c'est la norme. C'est ça. Oui. Alors, quand il utilise l'allumette peut l'indiquer que ce miel est de qualité. Oui, parce que s'il y a un mélange de ce miel avec tout ce qu'on peut imaginer, ça ne va pas prendre. Si oui, très difficilement. Parce que le test consiste à que cela prend aussi rapidement. Donc, quand on trempe et qu'on claque sur l'allumette, que ça prend aussi vite. Oui. Oui. Et il y a aussi l'autre qui consiste à mettre du miel Sur sur un papier Oui. blanc comme celui-ci et observer si ça ça traverse le tout. papier, c'est un faux miel. Oui. Si ça ne traverse pas, c'est le bon miel. Est-ce que cette technique également est une bonne technique? Bon, cette technique, oui, c'est toujours des techniques, mais à toutes ces techniques, tu as mis, c'est pour un but précis. C'est ça. Parce que, comme tu l'as bien dit à l'entame, que c'est pour les profanes. Sinon, il y a d'autres analyses un peu plus élevées que nous allons y arriver. Oui. C'est toujours des techniques pour permettre à évaluer la teneur du miel. Oui. Parce qu'en fait, si ça mouille le plastique, ça suppose que le miel est encore très humide. C'est ça. Ce n'est que cela. En fait, que le miel est encore humide ou bien qu'il s'agit du faux miel. Parce qu'il faudrait qu'on fasse la différence entre un miel qui a un taux d'humidité élevé, je sais pas, un taux, élevé, et plutôt un faux miel. Oui. Il s'agit d'un miel qui a un taux d'humidité très élevé. Et là, maintenant, on peut s'interroger à l'apiculteur à quel moment il a récolté, qu'est-ce qu'il a pris dans la ruche. Oui. Parce que nous savons que nous allons dans la ruche pour ne que prendre le miel operculé. Voilà. Donc, si quelqu'un part dans la ruche, prend un miel qui n'est pas operculé, il a un taux d'humidité très élevé. Oui, effectivement. C'est ça. Voilà, la précision en vaut la peine. Parce que ça veut dire donc qu'on peut également tremper la bûchette d'allumettes dans un miel qui, par exemple, on l'a récolté non operculé et il ne claque pas. Effectivement. Et la bouchette, elle ne claque pas. Oui, effectivement. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Parce que j'ai dit que tous ces deux tests que nous avons mentionnés ici, l'allumette, le papier, ce n'est que pour évaluer le taux d'humidité du miel. C'est ça. Donc, comme on vient de le dire, ça suppose que si l'apiculteur a récolté un miel immature, ça ne va pas claquer. Pourtant, ce n'est pas... Pourtant, ce n'est pas du faux miel. Ce n'est pas un miel flatté. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, en dehors de toutes les techniques utilisées, quelles sont d'autres techniques que tu peux donner pour ceux et celles qui nous écoutent? Oui, d'autres techniques maintenant, pour des gens qui consomment ou qui prennent du miel en quantité, il y a d'autres techniques maintenant. Il y a le phénomène de cristallisation, qui est un des gros problèmes en apiculture. Je connais qu'il y a beaucoup de gens qui ont jeté du bon miel parce que ça s'est cristallisé. Oui. Donc la cristallisation de façon générale, c'est un phénomène qui permet réellement à caractériser le bon miel. Et le bon miel... Lorsqu'on parle de cristallisation, il s'agit, vous allez voir peut-être sur cette bouteille, comment ce miel s'est cristallisé au point où il ne coule plus. Ça veut dire qu'il s'est durci à l'intérieur du vase. Donc lorsqu'il se durcit comme ceci là, vous avez en quelque sorte des grumeaux. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on retire comme ceci là, vous avez l'impression qu'il s'agit du sucre. Oui. Alors qu'il n'en est rien. Oui. Voilà, faut pas s'occuper. Donc nous allons un peu faire 5 minutes sur la cristallisation. Quelques minutes, je vous l'ai dit. La cristallisation du miel, c'est un phénomène purement naturel. Que ça soit immédiat ou lent, tout bon miel finit par se cristalliser. Et cette cristallisation peut être due à l'origine florale, comme on s'est dit, et à la température et au milieu auquel on a conservé le miel. C'est-à-dire, nous pouvons récolter le même miel et tu pars à Douala avec, moi je reste à Tchang. Le miel va vite se cristalliser. Ici à Tchang, à Douala? Oui, parce qu'il fait très froid ici par rapport à là. Donc il y a ça. Donc, quand vous prenez du miel, vous allez vous constater que quand vous prenez votre miel et que ça se cristallise de façon homogène, c'est-à-dire, comme Tammy vient de le montrer, vous voyez ici, dans ce miel, vous vous rendez compte que la cristallisation est homogène. Mais dans des miels flatés, vous allez vous rendre compte que ça se cristallise de façon partielle. Ça se cristallise de façon partielle. Mais également, quand je dis de façon générale, ça suppose que la quasi-totalité se cristallise vite.
Mais ça va commencer du bas. Il faut qu'on retienne ça, ça va commencer du bas pour y arriver. Mais à un moment donné, on va se rendre compte que ça a pris toute la bouteille. Or, quand c'est des miels flattés, faites tout, une portion, ça va se cristalliser de façon très partielle. Vous allez venir prendre un pot de miel, 1 litre de miel comme ça, vous vous rendez compte que ici en bas, c'est cristallisé, ici en haut, c'est encore tout liquide. Et pour un long moment, c'est dangereux. Et cela peut également être dû du fait que la bouteille a peut-être mélangé 2 miels et amis. Parce qu'ici, le faux miel dans le sens peut aussi faire appel aux aputeurs dans la mesure où ils ont peut-être mélangé les miels. Je suppose, Tami, que si nous allons dans... Prendre peut-être un miel de tournesol et on le mélange avec le miel d'eucalyptus, par exemple. C'est ça? Oui. Les deux miels n'ont pas la même vitesse de cristallisation parce que pour qu'un miel se cristallise vite, il faut que le taux de glucose soit si élevé. Et le taux de glucose peut être si élevé en fonction de la localité. Donc imagine-toi que tu récoltes un miel qui a un taux de glucose très élevé. Exactement. Et moi je récolte un miel qui a un taux plutôt de fructose élevé. Et on mélange les deux miels. Il y a problème. Ils ne peuvent plus se cristalliser de la même manière. Une portion, puisque le mélange serait fait mais pas total. Donc la cristallisation va se faire un peu de façon partielle. Ça c'est un problème qui peut qualifier qu'un miel ne s'est pas cristallisé de façon homogène, qui peut justifier également qu'on tarse cela de mauvais miel. Mais sinon, si le miel sort de la même localité, alors Tami, un bon miel se cristallise de façon générale. Oui. De façon générale. Générale. Et est tel que tu le montres, c'est-à-dire, on ne voit pas comment la division de la bouteille, ça doit se cristalliser de façon générale. Et est-ce qu'il y a une période, une période au cours de laquelle le miel commence à se cristalliser? Par exemple, ici à Tchad, est-ce qu'on va dire, après la récolte, on va attendre 2 semaines pour observer le début de cristallisation, 3 semaines, etc. Oui, il y a une période. Déjà, un miel qui se cristallise, pour les spécialistes, ça suppose que c'est entre le ratio, entre le glucose et le fructose. Quand le glucose... Il faut expliquer, le glucose c'est quoi, le fructose c'est quoi? Oui, c'est 2 sucres essentiels qu'on trouve dans le miel. Oui, c'est 2 sucres essentiels et c'est ça qui prédéfinit la cristallisation du miel. Donc, quand la proportion de glucose est élevée, le miel se cristallise vite. Exactement. Et quand c'est faible, le miel prend du temps. Et maintenant, la température auquel on a conservé peut également jouer. Ça suppose que quand vous aviez un miel que vous avez récolté, en fonction de la température, la vitesse de cristallisation peut aussi être rapide, comme ça peut être lent. Mais sinon, les observations nous ont permis à comprendre que le miel se cristallise le plus souvent après 6 mois, voire 1 an. D'autres peuvent aller encore plus vite. Mais à partir d'un miel qui devrait se cristalliser, à partir de 6 mois, on observe cette cristallisation. Oui. Mais tu confirmes que tout miel, si c'est vraiment du miel, finit par se cristalliser. Effectivement, sur le plan de qualité du miel, la cristallisation reste le premier indice de bon miel. Tout miel finit par se cristalliser. Et pour ceux qui en savent, beaucoup aiment en cette forme, parce que c'est encore une autre forme très idéale. Exactement. Je disais hier que le miel cristallisé se vend plus cher que le miel liquide, par exemple. Oui, parce que le miel cristallisé, comme il vient de le dire, se vend plus cher parce que cela est qualifié comme un miel sec. C'est ça. Et lorsque ça se cristallise, bien évidemment, c'est l'une des preuves majeures pour confirmer effectivement qu'il s'agit du bon miel. Du bon miel. Parce que quand vous rencontrez des gens qui veulent en quantité, quand ils prennent votre miel, ils utilisent le réfractomètre pour tester le taux d'humidité. Et ce taux d'humidité, c'est pour voir si le miel est sec. Quand le miel a un taux d'humidité de 16%, alors il est qualifié de miel sec. Et ce miel se cristallise le plus souvent vite. Donc la cristallisation reste un indice un indice indicateur du bon miel. Donc pour ceux-là qui parfois ont jeté leur pot de miel parce que ça s'est cristallisé, ils ont eu nettement alors le bon miel sans savoir. C'est ça. Oui. Vous avez jeté le bon miel. Oui, sans savoir. Il y a combien de personnes connectées? 115. Voilà, je prie à tous ceux-là qui vont regarder cette vidéo de la relayer, de partager massivement cette vidéo. Je vous ai dit, nous sommes là pour vous aider à savoir quel est le bon miel, quel est le faux miel.
Oui, et tu vas laisser, il va laisser son numéro. Oui, je vais certainement laisser le numéro. Oui, je disais que c'est très important ce que nous sommes en train de faire et vous ne pouvez pas avoir l'information et que cette information se coupe à votre niveau. Donc avant de continuer avec William Fobasso, je vous annonce que du 16 au 17 septembre, ici dans la ville de Tchang, nous avons la 12e session de formation des nouveaux apiculteurs professionnels africains. Et après cette formation, la formation, je la ferai bien évidemment avec William Fobasso. Il sera là, il sera l'un des formateurs. Donc du 16 au 17 dans la ville de Tchang, la 12e session de formation en apiculture professionnelle. Après cette formation, chaque participant recevra une ruche d'abeilles moderne, la ruche d'abeilles Damigné. Il recevra la scie d'abeilles, le lèvre 4, l'enfumoir, la combinaison de protection individuelle et une attestation de fin de formation. En fait, le matériel que chacun recevra à la fin vous permettra d'aller directement dans votre zone et de devenir apiculteur, puisque vous allez rentrer avec un matériel adéquat et une ruche qui, du retour de votre domicile, de votre localité, vous allez juste l'installer. Et après cette formation de Tchang, nous allons prendre le vol pour la Côte d'Ivoire, pour une autre formation, pour la 2e formation donc en Côte d'Ivoire, en apiculture professionnelle. Sauf que la formation de Côte d'Ivoire se fera sur le terrain. Elle se fera dans des ruchers du côté de Yamoussoukro. Et donc, du 23 au 24 en Côte d'Ivoire, formation en apiculture professionnelle. Et tous ceux qui vont assister à ces formations auront bien évidemment chacun une combinaison de protection individuelle. Parce que vous comprenez qu'on ne peut pas visiter les ruches, les abeilles sans protection. Donc, tous ceux-là auront ces combinaisons de protection individuelle. Et le 24, nous allons distiller une formation sur la culture intensive de la banane douce, de la banane plantain, de la création intensive des vergers et des cultures maraîchères. Et après cette formation de Côte d'Ivoire, nous irons du côté du Burkina Faso à Ouagadougou pour la toute première formation de ce côté en apiculture professionnelle. Et le 1er octobre, ce sera en culture intensive de la banane plantain et de la banane douce. Donc voilà toutes les dates. Si vous êtes intéressé par l'une des formations, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de ce direct même. Vous allez remplir le formulaire qui s'y trouve et un membre de nos équipes pourra vous contacter pour vous donner toutes les modalités pour participer à cette formation. Donc William, on était en train de parler de la cristallisation du miel. Donc pour finir la vidéo, qu'est-ce que toi, qui est un apiculteur, moi je t'appelle un apiculteur, un génie de l'apiculture, qu'est-ce que toi tu peux conseiller pour finir à tous ceux-là qui souhaiteraient consommer du bon miel? Oui, je vous recommande déjà de vous rapprocher massivement aux producteurs locaux et de ne jamais hésiter de poser vos questions aux producteurs en ce qui concerne le miel. Parce que, Tami, je vais ici rappeler que le miel est un aliment presque complet. C'est un aliment complet, extrêmement riche. Et ça a donc un risque. Ça suppose qu'un miel maltraité devient un danger pour le consommateur. Parce qu'à l'instant que quelques microbes s'y trouvent, alors, Tami, la vitesse de multiplication de ces microbes devient abondante. Donc, je vous conseille de vous rapprocher auprès des producteurs locaux pour choisir votre miel. Et un des caractères pour réellement distinguer qui vous pouvez prendre votre miel, c'est celui-là qui produit. Oui, je vous le dis, c'est celui-là qui produit. Et vous pouvez prendre du temps d'aller visiter ces coins. Parce que le plus souvent, ces choses que les gens font là, les miels, sont des revendeurs. Donc, si nous avons expliqué le phénomène de cristallisation du miel ici, ce n'est pas pour autant permettre que les charlatans du domaine puissent encore se lancer davantage. Parce qu'ici, on est en train de parler sur le faux miel, essayer de mettre de la lumière en cela. Et ça ne voudrait pas en autant dire qu'il n'y a pas de gens qui font du miel qui n'est pas consommable. Donc, allez vers les producteurs. Renseignez-vous, parce que je vous dis, le miel, c'est un aliment que quand tu consommes le miel de qualité, il faut être fier.
Et pour cela, pour quelque chose de précis, il faut un peu de temps pour se renseigner de la qualité du produit que vous consommez. Donc, allez vers les apiculteurs pour prendre votre miel. Voilà. Ne prenez pas du miel n'importe où. Tout en sachant aussi que lorsqu'on parle de l'apiculture, dans la ruche, il n'y a pas que du miel. Dans la ruche, il n'y a pas que ça. Dans la ruche, il y a ça, bien évidemment. Mais lorsqu'on extrait ça, il y a les résidus qu'on transforme en cire d'abeille. Cette cire d'abeille est utilisée dans le domaine cosmétique, pour fabriquer des crèmes, des toilettes, des cirages, des savons, etc. Après ça, il y a aussi, vous voyez ici, là, nous avons là la propolis, mais en solution. Donc c'est toujours une autre substance que l'on retire dans la ruche et on extrait cette substance-là et ça nous donne un produit comme ça qu'on les met dans des flacons comme ceci-là pour les consommer. Donc ceci-là, ça traite, Fobasso, tu en sais mieux que moi. Oui. Voilà, à quoi sert la propolis? Déjà, la propolis, c'est la résine des plantes. C'est-à-dire, les abeilles collectent la résine des plantes pour en faire une colle qu'on appelle la propolis. Cela leur permet de comater les corps et de stériliser la ruche. Vous allez vous rendre compte, quand vous ouvrez votre ruche, vous avez l'impression qu'il y a une couche jaune. C'est en fait de cette propolis que les abeilles ont utilisé pour d'abord stériliser l'intérieur de la ruche avant de stocker leurs produits. Et quand ils nettoient leur ruche, quand ils veulent entrer, les déchets qu'ils ne peuvent pas transporter pour mettre à l'extérieur, ils comatent avec. Dans la propolis, il leur sert à résoudre les imperfections de la ruche. Maintenant, dans le sens de la consommation, la propolis c'est un antibiotique antifongique qui a un champ d'action vraiment large. Pour ceux qui sont un peu curieux, baladez-vous un peu au net propolis. Chacun d'entre vous n'hésiterait pas d'avoir un flacon de propolis dans sa chambre, dans son salon, parce que s'il faut vous parler des vertus de ceci, vraiment, il faut une journée. Certains apiculteurs disent même qu'une propolis comme ceci-là vaut une boîte à pharmacie. Effectivement. Et je veux vous dire ici, il y a un monsieur récemment qui a pris quelques flacons auprès de nous pour traiter le diabète. Les résultats ont été magnifiques. Exactement. Je vous assure. La propolis, c'est un des produits du monde antibiotique et antifongique. Que ce soit mal de dents, problème de peau, enzymes, problèmes respiratoires, la propolis répond à tout cela. Donc, il y a un Français qui disait que la ruche, c'est une pharmacie complète. Et je pense que dans nos localités, les gens n'ont pas encore compris l'importance de ce produit. Hein. Oui. Parce que le plus souvent, quand je fais la liste des gens qui prennent ce produit, c'est les pharmaciens, c'est des gens qui partent loin avec pour des transformations autres. Parce que pour les blessures, je vous signale, si vous avez une blessure qui ne cicatrise pas ou qui ne sèche pas, faites cette expérience, pulvérisez ça sur ça, vous allez voir, ça va se cicatriser très vite. Ça, c'est un produit magique de la ruche. Le miel, c'est le produit le moins cher de la ruche. On peut faire ne pas vous dire le prix de cela. Oui. Certains vont s'évanouir. Certains vont s'évanouir, oui. Mais pour des informations, allez au net, tapez, vous allez voir. C'est ça. Voilà un dernier mot, Fobasso. Oui, vraiment, le dernier mot, c'est justement peut-être à nos apiculteurs de se remettre encore au travail pour qu'ensemble on développe la communauté. Parce qu'il est question que nous écrivons une nouvelle histoire apicole. Une histoire apicole qui va nous permettre de valoriser les produits de ce genre et permettre à chacun de trouver son compte. Parce que je me dis que avec tout ce que nous avons en Afrique Tamie, nous pouvons produire du miel à quantité. Nous pouvons. C'est nous qui devons exporter notre miel, et non le contraire. Et non le contraire. Parce que nous avons tout pour y arriver. Vous voyez, le bambou est abondant. Et je recommande déjà à ces gens-là de faire recours encore à leur matériel local. Parce que vous allez voir nos ruches, nous faisons des ruches en bambou. Les gens vont se demander pourquoi. Mais vous allez comprendre au fil du temps quand vous allez vous lancer pourquoi. D'autres pensent que c'est parce que que nous sommes pauvres. Oui, que nous fuyons la dépense. Et il y a des messieurs qui me disent, mais où c'est pas... Non, si on ne fuit pas la dépense. Non, mais même si on fuit la dépense, c'est le but d'un entrepreneur veut produire à des coûts bas. Effectivement, il diminue le coût des produits. Parce que les coûts quand même sont
relativement moins par rapport aux planches. Et Oui. ces planches parfois peuvent même être toxiques. Toxiques. Or, le bambou ne l'est pas. Effectivement. Et tu viens de souligner un problème d'un stagiaire récemment. Il m'a dit que chaque fois que sa ruche colonise, elle déserte. C'est ça. En fait, c'est parce qu'il a pris un bois toxique. À chaque fois, les abeilles ils colonisent, après ils partent. Donc vraiment, pour ce sujet de cristallisation du bon miel, vraiment, Tammy, je peux te dire vraiment merci parce que chaque jour, les gens parlent de ça. Et je dis, j'ai déjà vu dans une poubelle des pots de miel jetés. Et quand j'observe, c'est un miel cristallisé. C'est le bon miel qu'on a C'est jeté. le bon miel que vous aviez jeté. Donc vous qui aviez déjà reçu un miel et que ça s'est cristallisé, je vous ai dit, quand votre miel se cristallise de façon générale, sachez qu'il s'agit du bon miel. Mais si ça se cristallise de façon partielle, ça peut être un miel flatté ou du moins un mélange de miel. Parce qu'il faut aussi rééduquer les apiculteurs parce que beaucoup se lancent sans se former pour prendre un minimum de connaissances et ils peuvent tout mélanger. Parce qu'il est conseillé que chaque miel de chaque localité, il faut le stocker dans son maturateur. Oui, mais quand ils mélangent, tel qu'on l'a expliqué ici, que toutes les miels ne se cristallisent pas à la même fréquence, ça suppose qu'à un moment donné, il peut avoir l'autre qui a commencé sa cristallisation quand l'autre n'a pas commencé et ça pose ce réel problème. Donc ce n'est que dans ce point que nous pouvons vous dire que le miel cristallisé reste un indicateur de bon miel. Le meilleur indicateur de bon miel. Et Tammy, ça ne donne pas aussi raison aux charlatans, comme je l'ai dit, de continuer dans la bêtise. Parce que ceux-là qui commettent ce genre de choses, vraiment, vous êtes en train de détruire l'humanité. Hein? Parce qu'on appelle le miel le nectar de Dieu. Quand quelqu'un joue avec les trucs de Dieu, c'est dangereux. Donc ce n'est que sur ça que nous pouvons finir. La cristallisation du miel, je vous assure, en tant que consommateur du miel, producteur du miel, le miel cristallisé, c'est mon meilleur miel. C'est mon meilleur miel. Donc, partout où vous allez vous balader, vous allez vous constater ceux qui vont aller un peu loin. Parce que ici, on a utilisé de parler à des thèmes plus précis, plus bas pour que vous tous vous soyez au parfum des choses. Mais si vous approfondissez les recherches, vous allez voir que toute caractéristique du miel converge à la cristallisation du miel. Oui. Voilà, merci à vous tous qui avez regardé ce direct avec mon ami Nila Fobaso William. Donc je vous rappelle encore les dates des prochaines formations. Du 16 au 17 septembre à Tchang, formation en apiculture professionnelle. Du 23 au 24 septembre à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, formation en apiculture professionnelle et en agriculture. Du 30 septembre au 1er octobre à Ouagadougou au Burkina Faso. Donc voilà les dates des formations. Et si vous êtes intéressé, vous cliquez sur le lien dans la description, vous remplissez le formulaire, on va vous contacter. Et n'oubliez surtout pas de partager ce direct. Si vous ne le partagez pas, vous ne faites pas du bien à l'humanité. Partagez et ce sera aussi votre contribution pour le développement de l'Afrique. À très bientôt les gars.